Gérard Araud va nous rejoindre. La prise de vive force d'un navire battant pavillon russe par les Américains. En soi, c'est un événement. On a maintenant beaucoup d'autres précisions sur les circonstances de cette prise, l'assaut par des hélicoptères, par un commando, le fait que l'armée américaine, en tout cas les services des gardes-côtes américaines, il y a encore une ambiguïté. Gérard Araud, bonsoir. Bonsoir. Cette image-là, le ministre polonais le disait il y a un instant, est-ce que c'est un cap pour vous? Moi, je dois avouer que je suis un peu perdu. Vous voyez, j'en arrive à bredouiller parce que on a un Trump qui devient tellement imprévisible que nul n'aurait parié, il faut bien dire, à quelques jours de voir ces images incroyables de cette saisie en eau internationale de 2 pétroliers russes. Alors, est-ce qu'il transporte des armes ou des équipements particuliers? Je n'en sais rien. Mais si vous mettez ça en rapport avec le sénateur, ce qu'a annoncé le sénateur Lindsey Graham, c'est-à-dire qu'il a enfin le feu vert pour imposer des sanctions dévastatrices à la Russie, cela prouverait une fois de plus une volte-face totale de Donald Trump. Mais le problème, c'est que cette volte-face, elle peut aussi, dans 48 heures, être doublée dans l'autre sens. Il y a quand même beaucoup de signes. Ils abattent, ils enlèvent un chef d'État, Maduro, qui est théoriquement un protégé de Moscou. Ils s'en prennent à des navires de la flotte fantôme en faveur de la Russie. Ils s'attaquent par les sanctions, maintenant les nouvelles sanctions, 500% de supplémentaires. Ça pourrait, si elles sont votées. Voilà. En réalité, est-ce que Trump est entré, entre guillemets, en conflit ouvert avec les Russes? Pour le moment, moi, mon analyse était que Trump voulait mettre vraiment la main sur le conflit sur le continent latino-américain, et donc il voulait expulser aussi bien que les Russes que les Chinois. Il va plus loin, là. Mais il va plus loin, parce que les sanctions, encore plus que la saisie des pétroliers, quoi qu'elles soient spectaculaires, les sanctions, là, changeraient les choses. Moi, je me suis toujours posé la question sur ce qui me semblait être, il faut bien dire, je ne sais pas si c'est de maladresse, mais en tout cas l'arrogance de Poutine, qui visiblement a parié sur le fait que s'il gagnait du temps, Trump se lasserait, et parce qu'il savait très bien que Trump était relativement indifférent au sort de l'Ukraine. Il aurait pu essayer de profiter des concessions que lui offrait Donald Trump, mais non, il a préféré attendre ce départ. Peut-être qu'il est allé trop loin, parce qu'il y a aussi chez Trump, il faut bien dire, un orgueil, et qu'on avait l'impression que Poutine se jouait de lui. L'orgueil, l'honneur, est-ce que ça joue? Vous êtes le parti des réalistes en matière de politique internationale, mais enfin, quand même, l'orgueil, ça peut compter, y compris chez des personnages comme Poutine et Trump. Écoutez-le, Trump qui dit que Poutine a essayé de l'entourlouper dans l'affaire de la vraie fausse tentative des Ukrainiens de le tuer, et visiblement Trump n'a pas apprécié. Vous étiez vraiment très en colère contre le président Zelensky s'il était celui qui avait mené cette frappe contre la résidence de Poutine. Je ne crois pas que cette frappe ait eu lieu. Mais Poutine vous a dit lors de cet appel que cette frappe avait bien eu lieu et vous l'avez cru. Cela a suscité certaines critiques. Il s'est passé quelque chose assez près, mais cela n'avait rien à voir. Pourquoi avez-vous cru Poutine à ce moment-là et déclaré cela? Parce que personne ne savait à ce moment-là. C'était la première fois que j'en entendais parler. Il a dit que sa maison avait été attaquée. Nous ne croyons pas que cela se soit produit, maintenant que nous avons pu vérifier. Gérard Araud, prétexte ou la vraie raison d'une colère de la part de Trump? Vous savez, on a quand même une personnalité un peu particulière en face de nous. On a quelqu'un qui a des réactions visiblement qui sont extrêmement primaires. Il n'a pas de surmoi. Et là, je pense que Poutine a quand même accumulé ce qui a pu être vu par lui, en tout cas ce qui a été vu par tout le monde, il faut bien dire, comme des rebuffades, voire comme des humiliations. Et là, Poutine a sans doute a fait un pas de trop. Mais soyons prudents,
Trump peut aussi faire marche arrière demain ou après-demain. Il donne quand même des signes importants. On a l'impression que certains en Europe détestent tellement Trump qu'ils ne veulent pas lui donner crédit alors ils lui disent il est trop pro-Poutine, et là il multiplie comme les gestes très contre Poutine, et on entend des gens dire oui mais enfin on ne sait pas, il faut attendre. Il donne des signes, là on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs ça explique, il faut bien dire, ça explique l'attitude des Européens au moment de l'affaire vénézuélienne. Les Européens n'ont pas été très, il faut bien dire, n'ont pas été très glorieux dans la manière dont ils ont regardé le bout de leurs chaussures. Vous pensez à qui ? Moi, je pense à la première réaction du président de la République, à l'évidence, mais il n'a pas été le seul, loin de là. Nos amis, le Britannique, ça a été encore mieux, si j'ose dire, et l'Allemand également. On a même entendu le malheureux grec dire en ce qui concerne le droit, on verra ça plus tard. Donc les Européens ont fait un choix. Ils se sont dit fermons les yeux pour le Venezuela et nous obtiendrons peut-être ainsi le soutien sur l'Ukraine. Et après tout, ça a l'air de marcher. Est-ce que c'est une affaire même d'orgueil ? Je cite la façon dont Exet se moque des Chinois. Des Russes, pardon. Rubio se moque aussi des Russes. Exet, il dit il y a 3 nuits dans le centre-ville de Caracas au Venezuela, près de 200 de nos plus grands Américains se sont rendus sur place. Il semble que les défenses aériennes russes n'étaient pas très bien fonctionnées, n'est-ce pas ? Donc il se moque ouvertement des Russes. Rubio se moque ouvertement de Lavrov, avec le décalage de calendrier, c'était le nouvel an, le Noël, russe, et il dit j'ai vraiment pas peur des Russes, ils ont suffisamment à faire en Ukraine, n'est-ce pas, Sergueï ? Si tu nous regardes, joyeux Noël. Ils se paient leur tête. Oui, tout ça n'est quand même pas digne. On a un peu l'impression de gosses de 15 ans. C'est aussi, ça donne un peu l'image, il faut bien dire, d'un pays qui ne respecte plus aucun usage, aucun respect, et joue avec ce qui n'est quand même pas comique. Ce qui n'est quand même pas comique, c'est le cas de la guerre. Cela étant, nous, les Européens, nous ne pouvons que nous réjouir si la ligne se confirme, et cela voudra dire, j'espère, que pour Poutine, qu'il réfléchira et qu'il pensera peut-être à une vraie négociation, alors que jusque-là, à l'évidence, il n'a pas voulu négocier. Développement très important ce soir. Et les Danois et les Américains parlent, alors c'est peut-être des postures, mais enfin ils parlent d'options militaires, les uns contre les autres. Et écoutez cette déclaration de Vance, il répond à LCI, il répond à notre envoyé spécial, Sonia Dridi, le vice-président américain Vance, sur la question du Groenland, c'était il y a quelques instants. Tout d'abord, je crois que le secrétaire Rubio va rencontrer les dirigeants du Danemark et du Groenland la semaine prochaine. Nous continuerons de délivrer certains messages en public, certains en privé. Mais je crois que mon conseil pour tous les leaders européens et n'importe qui d'autre serait de prendre le président des États-Unis au sérieux. Alors ce que nous demandons à nos amis européens, c'est de prendre la sécurité de cette zone plus au sérieux. Parce que s'ils ne le font pas, les États-Unis vont devoir faire quelque chose à ce sujet. Ce que cela sera, je laisse le président s'en charger lors de nos échanges diplomatiques avec nos amis européens. Gérard Haraud, quand il dit c'est nécessaire pour notre sécurité, est-ce que les Américains disent vrai ? Non, c'est faux. Parce qu'en réalité, il y a et c'est ça qui est assez étonnant. D'ailleurs, dans toutes les discussions que j'ai eues avec des amis américains ou européens, il y a une sorte d'incompréhension. Personne ne comprend vraiment pourquoi les Américains font tout ça, dans la mesure où il existe un accord entre le Danemark et les États-Unis qui autorise les États-Unis à déployer quasiment autant de forces qu'ils veulent au Danemark, au Groenland. Pendant les années 1950 et 1960, il y avait une douzaine de bases américaines au Groenland. Il n'y en a plus qu'une. Et parce que c'est un choix des Américains. Et il est évident que si demain les États-Unis disent au Danemark nous allons installer 10 bases militaires, les Danois seront tellement soulagés qu'ils seraient prêts à les financer. Non, il y a quelque chose d'assez étonnant. On a l'impression que Donald Trump, et en cela ce serait un dirigeant révolutionnaire, remet en cause le statu quo territorial. La liberté, il se donne la liberté totale. Comme un empereur romain. Déclaration maintenant, il y a quelques instants, New York Times, président Trump déclare mon pouvoir de commandant en chef n'est limité que par ma propre moralité, dit-il, c'est sa formule, faisant fi du droit international et d'autres garde-fous limitant sa capacité à utiliser la force militaire pour frapper, envahir ou contraindre des nations à travers le monde.
Oui, vous savez, jusque-là, je disais, bon, il est un peu foutraque, mais au fond, il s'inscrit dans une sorte de continuité américaine, isolationnisme et doctrine Monroe. Mais là, on l'a vu avec Maduro et on le voit, on risque de le voir avec. Il est différent, il veut changer l'ordre du monde. Et je comprends parfaitement que les dirigeants européens soient sidérés et donc sont piégés dans cette situation surréaliste où d'un côté, ils veulent les Américains pour défendre l'Ukraine et de l'autre, ils s'apprêtent à se défendre des Américains en Groenland. On vit des heures où tout semble tellement possible. Quand les Danois rappellent ce qui est leur règle, les forces attaquées, il le fait aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères danois, la défense. Les forces attaquées doivent immédiatement engager le combat sans attendre ni solliciter d'ordre. Le ministère danois de la Défense déclare que cette règle reste pleinement en vigueur. Quand on déclare ça dans ces circonstances-là, ça veut dire théoriquement, on est prêt à se battre. Oui, ça veut dire que théoriquement on est prêt à se battre. De leur côté, les Américains en font autant. Alors bon, tout ça, je pense, c'est de la posture. Je ne pense pas que les Danois, voyant arriver l'armée américaine, vraiment, les pauvres quelques dizaines de Danois au Groenland se battraient. Et de même, je ne suis pas sûr que les Américains arriveraient en masse. Il leur suffit de dire, ils ont plusieurs milliers de soldats déjà au Groenland, ils peuvent dire comme ça y est, c'est à nous, et ça sera à eux. Donc... Que feraient les Européens, là, d'après vous ? Que feraient les Européens ? Je pense d'abord ils se réuniraient. Très important. Ils feraient un sommet, ils feraient des sommets, ils feraient des déclarations. Mais bon, ils vont pas se battre contre les Américains. Et puis il y aura un certain nombre d'Européens, dont votre hôte polonais, que je comprends d'ailleurs, qui dirait bon, on va pas quand même rompre l'OTAN pour tout ça, pour 56 000 malheureux Groenlandais. Tout le monde serait gêné. Et je pense que en réalité, nous ne ferions rien. Vraiment, vous pensez ça ? Ça paraît tellement incroyable. C'est un territoire associé de l'Union européenne, mais les Groenlandais ont un passeport européen, donc formellement, ils ont un passeport européen. Et vous imaginez vraiment que les États-Unis pourraient prendre ça comme ça, et puis l'Europe ne ferait rien ? Et que voulez-vous, souvent, enfin, c'est une question qu'on me pose souvent en ce moment, mais que voulez-vous que nous fassions ? Il faudrait, par exemple, nous pourrions imposer des sanctions. Ouais. Mais pour imposer des sanctions, il faut avoir tous les membres de l'Union européenne. Non, mais quelque chose, Gérard, rappelez-vous, Chirac, Villepin, alors peut-être que ça n'a pas changé le cours de la guerre d'Irak, mais enfin quand même, les États-Unis d'Amérique commettent un crime d'agression sur l'Irak, ils réagissent. Ils font quelque chose. Oui, enfin, on peut protester, mais vous savez, moi, plus que ça. Au moins un discours, du panache, convoquer les ambassadeurs. Enfin, il y a des moyens. Voilà, non, mais on peut convoquer les ambassadeurs. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que les Européens rappellent leurs ambassadeurs de Washington. Je n'en suis même pas sûr. Naturellement, il y aurait des discours virils, des coups de menton, mais au-delà. Et de nouveau, c'est pas mon choix personnel, mais c'est aussi de considérer la situation telle qu'elle est, en termes concrets, au-delà du déclaratoire qui a son importance. Je ne vois pas vraiment ce que les Européens pourraient faire. À court terme. À long terme, à moyen long terme, je pense que les Européens ont concluré que l'OTAN est mort et que les Européens concluraient enfin qu'ils ont besoin d'une organisation autonome de défense. Mais sur le coup, si j'ose dire, je ne vois pas ce qu'ils pourraient vraiment faire. Gérard Haraud, est-ce que ça révèle, moi je suis frappé de la violence de ces débats. Vous avez publié sur Twitter une déclaration, vous avez eu un échange avec Gabriel Attal qui a été très remarqué, et ce sujet suscite vraiment des passions. Est-ce que ça révèle que, pour dire les choses, nous sommes déjà en partie colonisés par les Américains ? Le Danemark est un bon exemple. Moi, je suis allé 2-3 fois au Danemark. D'abord, c'est bilingue. Ça fait partie de ces pays où anglais, danois, en réalité, la culture américaine les a déjà en grande partie dominés. Ils ont même trahi les Européens, rappelez-vous. Ils ont aidé les écoutes de la NSA contre les Européens. Donc ils ont larminé en faveur des Européens. Ils achètent les F-35. En réalité, est-ce qu'une partie de l'Europe est déjà achetée ? C'est pas déjà acheté, d'abord c'est des intérêts. Leurs intérêts, je le comprends, lorsque vous êtes scandinave, vous vous dites que d'abord on se sent proche des États-Unis, c'est une civilisation atlantique. C'est-à-dire que pour eux, New York c'est beaucoup plus proche qu'Alger. Ils se sentent beaucoup plus chez eux, si j'ose dire, à New York qu'en Méditerranée. Ils entrent en discussion, ils vont se rencontrer, ça paraît fou. D'habitude, quand on est défié à ce point-là, c'est quand même insultant de dire on va prendre votre territoire. Ils disent bon, on va discuter.
discuter, on va se rencontrer. Et que voulez-vous qu'ils fassent, les pauvres? Ils n'ont pas d'autre choix. Vous savez, quand on n'est pas concerné, on est prêt à ce que l'autre soit héroïque. Comme disait La Rochefoucauld, on est toujours prêt à supporter les maux d'autrui. Mais eux, ils sont totalement tétanisés. C'est vrai que tous les pays scandinaves, mais aussi les Pays-Bas, sont totalement orientés vers les États-Unis, sont profondément favorables aux États-Unis. Mais vous savez, nos amis allemands, même si leur capacité linguistique sont peut-être moindres, les amis allemands se sentent profondément pro-atlantiques et pro-américains. Nous vivons des heures de vertige. On a l'impression, il y a beaucoup de déclarations de Trump qui sont en train d'arriver sur le fait que, dit-il, je n'ai pas besoin du droit international. Dans quelques instants, on recevra le journaliste éditorialiste Renaud Girard qui a un avis différent du vôtre. Vous allez pouvoir avoir un petit échange de débat et on continue la soirée aussi avec les militaires, avec l'amiral Bichot et d'autres. Qu'on comprenne bien, les Américains ont l'air engagés maintenant dans une course guerrière. Jusqu'où ira-t-elle? C'est d'abord beaucoup d'argent. Trump annonce, après de longues et difficiles négociations avec des sénateurs, des élus, des ministres, il détermine que pour le bien de son pays, dit-il, le budget sera porté en 2027 à 1500 milliards de dollars et non pas 1000 milliards de dollars. S'ils y arrivent, c'est un changement de paradigme complet. Complet. Et c'est cela qui fait que nous sommes en train, dans ces jours, je dis la situation est grave. Il y a un véritable basculement. Vous avez des États-Unis qui s'engagent dans cette opération folle contre le Venezuela. Et maintenant, ce qui est encore plus étonnant, ils annoncent qu'ils vont mettre le Venezuela sous protectorat, qu'ils vont prendre le pétrole du Venezuela, qu'ils vont le dépenser, et ce sera seulement des produits américains. Est-ce qu'ils préparent une guerre générale, notamment contre les Chinois? Est-ce qu'ils sont dans une logique où ils se disent peut-être qu'il faut entrer en guerre? Exet a eu ces paroles assez vertigineuse. Il dit « Nous sommes en 1939 ». Sans doute pense-t-il à la Chine. Écoutez cette autre déclaration. Ça, c'est Tucker Carlson, c'est l'éditorialiste, podcasteur ultra-conservateur, mais qui est très en prise. Il a des antennes dans l'administration Trump et il dit « Oui, il prépare une troisième guerre ». Les signes indiquent que nous allons bientôt entrer dans une grande guerre. Le président a annoncé qu'il augmentait le budget du Pentagone de 1000 milliards à 1500 milliards. Il vient de l'annoncer. C'est le genre de budget qu'un pays qui anticipe une guerre mondiale ou régionale alloue à son armée. De toute évidence, nous nous dirigeons vers une guerre mondiale. Désolé. Alors comment vous positionnez-vous par rapport à cela? Eh bien, vous regardez une carte et vous vous demandez quelle zone est-ce que je veux contrôler? Quelles sont les routes commerciales? Qui détient les ressources? Et si vous faisiez cela, vous arriveriez à la conclusion la plus évidente de toutes, à savoir que les États-Unis doivent entretenir des relations avec la Russie afin de survivre à une telle situation. Voilà, Tucker Carlson, encore une fois, qui peut paraître un peu marginal, mais il n'est pas le seul. Exet, il n'est pas marginal. Lui, c'est le secrétaire à la guerre. Il dit, nous sommes en 1939. J'aimerais bien rappeler à tout le monde qu'en 1939, les États-Unis étaient en paix, qu'en 1940, les États-Unis étaient en paix, et que ils sont restés en paix jusqu'au 7 décembre 1941. Hélas, ils nous ont, il faut bien dire, abandonnés face à Hitler. Oui, il y a une accélération d'histoire. Vous avez, comme je l'ai dit, l'affaire Maduro, vous avez ces 1500 milliards, mais c'est complètement fou. S'ils ont un budget de 1500 milliards, ils auront à eux seuls dépensé la moitié des dépenses militaires mondiales. Je doute qu'ils aient les moyens d'atteindre ces niveaux. Est-ce que vous pensez que de 66 organisations internationales, on est entré dans une nouvelle phase, dans un nouveau monde, avec des États-Unis désormais hors de tout contrôle. Il y a une agressivité américaine historique, on l'a vu, contre l'Irak, la liste des guerres est si nombreuse. Est-ce qu'il y a certains cercles à Washington qui se disent, quitte à se battre avec les Chinois, il vaut mieux qu'il y ait une confrontation maintenant plutôt que dans 5 ans et on la perdra? J'en sais rien. Là, vraiment, moi, ce qui me frappe aussi, c'est, excusez-moi peut-être de changer de sujet, mais c'est aussi le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez un régime, si j'ose dire, il faut parler quasiment d'un régime trumpiste qui est de plus en plus agressif à l'intérieur, qui porte de plus en plus atteinte à la séparation des pouvoirs, au régime démocratique d'une démocratie libérale, dont on voit hier les effets avec l'assassinat de sang-froid d'une malheureuse, qui est d'ailleurs assassinat qui est totalement nié par tous, et vous avez à l'extérieur cette nouvelle agressivité, tout ceci dans la perspective des élections de novembre 2026, avec un président qui dit « si je perds la majorité, je serai l'objet d'une procédure de destitution ». Donc une sorte de mobilisation de l'appareil trumpiste. À sa décharge, est-ce qu'il est vrai qu'il y a en Europe un esprit, on va en discuter dans un instant, Renaud Girard,
anti-Trump à un point parfois délirant. On a entendu sur des plateaux maintenant des gens dire « Je trouve que Trump est encore plus dangereux que Poutine ». Non, mais ça, c'est Poutine qui bombarde l'Ukraine. On a entendu des gens dire « Il est plus dangereux que Xi Jinping ». Qui commet le génocide sur les Ouïghours. Quand on en arrive à ce degré-là, disons, de désordre, c'est qu'il y a une haine anti-Trump. C'est pas, vous savez, la haine anti-Trump. Vous savez, on peut aussi parler, excusez-moi, d'une haine anti-Macron. Hein. Tout le monde attaque. C'est la violence des plateaux télé, la violence des plateaux télévisés. Cela étant, aujourd'hui, il faut bien dire que Trump n'y met pas du sien pour se faire aimer. Hein. Moi, je constate la réalité. Vous n'avez pas tout à fait répondu sur le risque de guerre, c'est-à-dire quand on voit 1500 milliards, quand on rappelle toutes les guerres engagées, contrairement à ce que certains imaginaient, hein, les frappes, les bombardements, Yémen, Irak, Iran, Venezuela, Nigeria, quand on le voit, qui montre ses B2 à Poutine, déjà à l'époque à Anchorage, en disant, tu as vu, hein, j'ai des moyens. En réalité, est-ce qu'on a sous-estimé, mésestimé le Trump de guerre qui peut-être va y aller ? Enfin, un Trump de guerre, c'est quand même un Trump d'abord qui tape sur les faibles. Hein. Il tape sur les faibles et ce sont des frappes isolées sur des faibles. De là à parler, à craindre d'une guerre, honnêtement, personnellement, je ne le pense pas. Mais je ne pense pas, mais je dis toujours, lorsqu'on me pose ce genre de questions, que le 22 février 2022, lorsqu'on me demandait si Poutine allait attaquer l'Ukraine, je répondais évidemment pas. Donc, par définition, si on est un expert, on n'arrive quand même pas à prévoir les ruptures fondamentales. Et évidemment qu'une guerre avec la Chine serait une rupture fondamentale, et je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de dire qu'elle est impossible ou de la prévoir. Entendons tous les points de vue. Avec vous, vous nous avez rejoint, Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Allez, échange, je ne sais pas si on peut dire débat, vous êtes entre gens de bonne compagnie, mais enfin, je pense que vous avez des avis très différents là-dessus. Dans l'enchaînement incroyable que nous avons vécu depuis quelques jours, l'opération de Trump contre Maduro, l'enlèvement de Maduro, on l'emmène à New York, enfin toute cette espèce de scénario, et maintenant l'assaut contre le pavillon russe, et ces déclarations, elles datent de la soirée, hein, où Trump dit « Je n'ai rien à faire du droit international, ma propre volonté, c'est la seule chose qui puisse m'arrêter, je n'ai pas besoin du droit international ». Est-ce qu'une partie de ce Trump-là vous plaît et est utile? Renaud Girard, vous disiez quand il y a eu l'opération contre Maduro, moi je ne vais pas pleurer Maduro. Oui, je ne vais pas pleurer Maduro. Alors, est-ce que ça me plaît? Non, parce que moi je suis français, donc j'aime le droit international, parce que précisément j'ai mon mot à dire, j'ai voix au chapitre dans le droit international, puisque je suis membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, il n'en a rien à faire du droit international, mais ceux qui étaient qui donnaient des couvertures un peu plus importantes, comme W. Bush par exemple, des prétextes, ils étaient plus hypocrites, parce qu'ils n'en avaient rien à faire non plus du droit international. Ils ont d'ailleurs frappé la Serbie sans accord du Conseil de sécurité, et contrairement à la charte de l'ONU, ils ont envahi l'Irak, etc., etc. Et adressez-vous pas moi à Gérard Araud et à ceux qui disent en quelque sorte, Gérard Araud, hein, qu'il y a un danger Trump aujourd'hui. On peut dire ça? Alors moi je ne sais pas, je ne dirais pas qu'il y a un danger de Trump. Qu'est-ce qu'il a fait Trump pour le moment? Il a ouvert des chantiers. J'ai pas dit qu'il les avait fait. Il n'a pas fait le Rockefeller Center, voilà, c'est beau, et je vous le donne. Il l'a pas fait encore. Mais il a fait 3 chantiers importants. Il a le chantier israélo-palestinien. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée par tout le monde. Mais le dossier n'est pas réglé encore. Il a réussi quelque chose? Oui, un chantier qui part bien. Alors, réponse là-dessus. À moitié. Il a réussi quelque chose? Pour le moment, non. Enfin, puisque il y a le cessez-le-feu n'est pas respecté, mais les Israéliens se livrent à toutes les violences en Cisjordanie. En tout cas, il a prouvé la puissance des États-Unis. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité, à part la Russie et la Chine qui se sont abstenus, lui ont donné la maîtrise de Gaza. Ont montré que voilà, mais il était le maître du jeu, il était le boss dans la région. Donc, du point de vue, je dirais que Trump voit ça évidemment comme un triomphe, comme un succès. Dans le détail, non, rien n'a été réglé. Alors ce n'est pas un triomphe, c'est pas un succès. C'est pas la pyramide de paye au Louvre qui est un succès, c'est pas ça. Alors deuxième chantier moins avancé
qui est effectivement cette tentative de paix entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine. Là, c'est un chantier qui est avancé, mais qui n'est pas très avancé, il faut le reconnaître. Mais il a raison d'essayer. Et troisième chantier, le Venezuela. Alors, il faudra le juger sur ces chantiers-là. C'est-à-dire que si, effectivement, dans un an, le Venezuela revient à la prospérité, parce qu'il faut savoir que Maduro a quand même détruit complètement l'économie de ce pays, et si la stabilité, il y a un peu moins de trafic de drogue, etc., on pourra dire bravo. Même chose pour le conflit israélo. Non mais pardon, voilà, soyez un peu plus direct, pardon, mais regardons les images, s'il vous plaît, regardons les images du Venezuela. Il y a quand même deux types de réactions. On regarde ces images avec un chef d'État en exercice, dictateur, illégitime, tout ce qu'on voudra, mais qui est enlevé de force. Ou bien on dit, c'est mieux maintenant que quand Maduro y était, ou bien on dit non, il fallait pas le faire. En gros, vous êtes de quel avis ? Alors moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Je n'aime pas le régime Maduro. Le régime Maduro était illégitime et le pays est détruit. Il y a 8 millions de personnes qui ont quitté le pays. Voilà. Donc il fallait le faire ou pas ? Oui, je pense qu'il fallait le faire. Et vous, répondez-lui. Il fallait surtout pas le faire de cette manière, puisqu'en réalité, il laisse le régime Maduro sans Maduro. Alors ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose, c'est ça la réalité. En réalité, le jour même, aussitôt tout le monde a dit c'est formidable dans certains cercles, à Paris, c'est formidable, Maduro est parti, mais en réalité, Trump s'en fout éperdument du Venezuela, s'en fout éperdument de la démocratie. Il veut exploiter le pays, il veut prendre le pétrole du vénézuélien. Et il laisse surtout le régime en place qui continue d'ailleurs de tuer, d'arrêter. Rien n'a changé. Donc c'était une faute de le faire. Il veut prendre le pétrole comme il le prenait dans les années 60, ce qui faisait la richesse du Venezuela que je connais, pays que j'ai visité, et des Vénézuéliens. Voilà. Et c'est vrai qu'il a tout à fait une doctrine Monroe. L'hémisphère occidental, comme il dit, de l'Alaska à la Terre de Feu, c'est pour moi patouche les Russes, patouche. Donc les le Européens, monde vous paraît plus sûr ou moins sûr avec Trump. Allez, alors, soyez un peu net, si je peux me permettre. Non, Darius. Il fait une géopolitique du 19e siècle. Il n'a pas encore fait les grandes catastrophes géopolitiques. Parce que ça existe, Darius, les grandes catastrophes géopolitiques. Et je vais vous les nommer. Il y en a un. Il s'appelle Roosevelt, ok ? À Yalta, on est en 45, il dit noblesse oblige, Staline va faire des concessions. Il a juste donné la moitié de l'Europe sans nécessité en esclavage à l'Union soviétique. Ça, c'est une vraie catastrophe géopolitique. Un autre, plein de bonnes idées. Arrêtons-nous un instant, ça, parce que vous êtes en train de dire que Roosevelt, qui vu d'Europe est un héros, démocrate, homme de centre-gauche vu d'Europe, qui a été l'homme de paix, etc. Vous nous dites, lui, il est moins bon d'une certaine manière que Trump. Comme l'a dit Gérard, n'est absolument pas intervenu pour aider les Français et les Anglais contre le nazisme. C'est l'Allemagne nazie qui lui a déclaré la guerre. Et je vous dis, il était peut-être un peu vieux, etc. Je vous dis que à Yalta, il donne sans nécessité en esclavage toute l'Europe de l'Est. Premièrement. Bon, alors après, on peut parler de Wilson aussi, si vous voulez. On peut parler aussi de Jackson. On peut aller très loin. Wilson, c'est important. Non, mais répondez, répondez juste, sautez pas le coq à l'âne. Vous parlez de, vous dites en gros, les bien-pensants et les donneurs de leçons sont pas meilleurs que Trump. Alors une autre catastrophe. Non, mais laissez répondre. Non, pour dire absolument, la politique étrangère de Trump n'est absolument pas la politique étrangère du 19e siècle. La politique étrangère du 19e siècle, c'était une politique d'équilibre, c'était une politique où vous aviez un cercle de 5 ou 6 grandes puissances qui travaillaient ensemble pour éviter le pire. Et il n'y a jamais pas eu de guerre générale de 1815 à 1914. Trump, lui, c'est pas l'Amérique seule, c'est pas l'Amérique first, l'Amérique seule. Trump se fout totalement des autres pays du monde, ça dépend de ce qu'il considère comme l'intérêt national américain, et il est prêt comme cela à briser des alliances, alors qu'au 19e siècle, on pratiquait les alliances. Oui, enfin, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il y a un président qui s'appelle McKinley qui a voulu virer les Espagnols. Ils ont pris des prétextes pour attaquer les Espagnols, pour les virer, très bien. Et puis ils ont pris les Philippines, qui étaient espagnoles. Puis ils ont dit, on va pas faire comme les Européens, on va pas faire une colonie, bien sûr, des Philippines. On va donner indépendance aux Philippins. Eh bien, ils l'ont pas fait, puisque en fait, ils ont attendu 1945. Donc en fait, ils ont fait tout à fait la même politique que Trump. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont provoqué des catastrophes. Une catastrophe, je vais vous en donner, des catastrophes réelles, ce que Trump n'a pas fait pour le moment. Alors, catastrophe.
Kennedy qui se lance dans la guerre du Vietnam. Combien ça fait de morts, la guerre du Vietnam, Darius, pour abandonner tout ça en 75. Ça, c'est une vraie catastrophe. Donc c'est Kennedy. Roosevelt, je l'ai dit. Je dis pas de mal de Truman. Vous avez vu, je dis pas de mal de Truman, il a fait du bien. Il a fait le plan Marshall. Allez, Bush, la guerre d'Irak. Voilà. Bush, ah non mais la Bush, la guerre, c'est énorme, Darius, la guerre d'Irak. C'est 300 000 morts, c'est un bordel qui dure toujours aujourd'hui en Mésopotamie. Il faut le dire quand même. Il faut le dire quand même. Mais heureusement que la France s'est honorée de combattre ce rêve fou. Allez, laissez répondre. Alors, répondez à ça. Quand vous entendez Renaud Girard qui rappelle effectivement Obama, les écoutes de la NSA, Guantanamo maintenu, les drones tueurs en pagaille, Bush, etc., est-ce que vous faites partie de ces bien-pensants, en gros, qui disent Trump méchant, les autres présidents gentils? Mais les relations internationales, c'est pas de dire qui est bon et qui est méchant. Vous êtes dur sur Trump, oui. Et les relations internationales, c'est pas un concours de beauté. Moi, honnêtement, on va pas refaire l'histoire des États-Unis depuis 1776. Donc non, je dis aujourd'hui, très modestement, dans ces dernières semaines, ces derniers jours, Trump, il y a une accélération militariste et agressive de Donald Trump, et je dis que je ne sais pas jusqu'où il ira. Et quand il affirme qu'il utilisera la force au Groenland, je dis c'est un risque, et je ne sais pas ce que cela signifie. Je crains par ailleurs que l'OTAN soit morte. Alors soyons très concrets. Là, on apprend, on apprend qu'en Iran il y a des événements importants encore dans les manifestations. Ce soir, on y reviendra plus tard. Trump dit si ça tourne vraiment mal, je peux même intervenir en Iran. Si demain il intervient contre Khamenei, le dictateur iranien, comme il l'a fait contre Maduro, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors non, je pense qu'il est incapable. Les États-Unis d'Amérique sont incapables d'administrer la Perse. Et qu'ils connaissent beaucoup mieux le Venezuela. Ils ont bombardé déjà, oui. Mais non. Vouloir administrer la Perse est une folie furieuse, parce qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas réussi à administrer l'Afghanistan, ils n'ont pas réussi à administrer l'Irak. Ça, une sorte d'expédition néoconservatrice en terre d'islam, c'est de la folie furieuse. Mais pour le moment, Trump n'a pas fait vraiment d'expédition néoconservatrice. Alors si effectivement, dans 6 mois, la situation au Venezuela est pire, il y a des massacres par milliers, etc., je dirais, Gérard Haro avait raison et j'ai eu tort. Voilà, mais je lui donne le bénéfice du doute. Effectivement, il n'est pas génial, il n'est pas poli, il n'est pas... Voilà, mais il dit ce qu'il pense, il est désinhibé, très bien. Attendons de voir, jugeons les hommes politiques, Darius, sur leur résultat. Il a agi. Ça fait 1 an qu'il a... Attendez, il a bombardé les sites nucléaires en Iran. Il a bombardé le groupe État islamique en Irak. Il a bombardé le groupe État islamique au Nigeria. Il a enlevé un chef d'État. Il fait un début de régime changement au Venezuela. Il a bombardé les Houthis au Yémen. On ne peut pas dire qu'il fait rien. Donc on ne dit pas qu'il fait, mais il a dit qu'il ferait la paix. C'est bien ou c'est pas bien? Vous êtes vraiment typiquement européen. Alors moi, si j'étais Trump, je dirais, en vous entendant dire oui, mais non, mais regardez McKinley en 1900. Votre programme de faire la paix dans le monde, de faire de la paix entre la Russie et l'Ukraine, de faire la paix en Palestine est un bon programme, monsieur le président Trump. Maintenant, je trouve que ça dure un peu, parce que vous m'avez dit que ça serait très rapide pour l'Ukraine. Je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas le résultat pour le moment en Palestine. Il y a un petit progrès avec la résolution qui a été votée. Et puis, le Venezuela, j'attends également le résultat. Si effectivement... aujourd'hui, Rubio travaille avec Delcy Rodriguez, la vice-présidente vénézuélienne, et en fait, que le régime en place, l'administration en place, fait exactement ce que lui dit. Réponse de Gérard. C'est une petite discussion, si vous voulez bien débattre, mais si vous voulez pas. Si, on veut débattre. Alors allez-y, je parlais à lui, vous me regardez moi. Non, moi non. Honnêtement, je pense pas tellement dans ces termes. Moi, ce que je me demande plus modestement, c'est ce qui va arriver demain, après-demain ou dans 3 jours. Quel est le mal, ce qui va arriver notamment à l'OTAN, parce que vous oubliez dans la liste de toutes les réalisations de Donald Trump le fait qu'il a cessé d'aider l'Ukraine et qu'il a même essayé de déclencher un véritable racket aux dépens des malheureux ukrainiens. Je disais jusque-là que la seule différence entre les démocrates et les républicains était fondamentalement qu'ils quittaient l'Europe. Les uns auraient fermé la porte poliment et Trump aurait claqué la porte, vous aurez claqué
claquer la porte sur les doigts, c'est ce qu'il a fait. Mais ce que je répète, c'est qu'au cours de ces dernières semaines, ces derniers jours même, il y a une accélération qui est extrêmement préoccupante. 1500 milliards, c'est complètement fou. Se retirer de 66 organisations internationales, ce n'est pas du tout neutre. Annoncer qu'on va envahir le Groenland, qui est un territoire d'un des alliés les plus fidèles, comme vous le disiez vous-même, un des plus fidèles. Servile, on peut dire servile. Servile serait plus indiqué. Oui. Je suis diplomate, puis j'aime bien les. Non, mais il faut Danois, rappeler ils comme savent une se battre. anecdote. Il y avait un conseiller de l'Élysée qui essayait de vendre à Madame Frederiksen, le Premier ministre du Danemark, l'autonomie stratégique de Macron, européenne, et elle lui a répondu, c'était en 2021, écoutez, monsieur, il faut que vous sachiez que le Danemark sera toujours plus proche de Washington que de Paris. Ben voilà. Non, mais c'est pas le Danemark, c'est tous nos partenaires, sans exception, ne voulaient pas de l'autonomie stratégique. Et ils avaient de bonnes raisons, ils étaient protégés par les États-Unis. Ça coûtait moins cher que l'autonomie stratégique. Alors maintenant, le monde a changé. Et donc ça, c'est aussi la vraie question. C'est quelle est la conséquence que tireront nos partenaires européens de la situation. Gérard Araud, Et donc merci le grand beaucoup. mérite de Trump, c'est de réveiller l'Europe et réveiller les Européens, parce qu'effectivement, c'est pas à 350 millions d'Américains de protéger 450 millions d'Européens contre 140 millions de Russes. Ça n'a Allons pas aux sens. événements. Écoutez, J.D. Vance, le vice-président américain, qui va un peu plus loin encore entre les Européens en disant mais nous avons été alliés peut-être dans le passé, mais là, l'affaire du Groenland montre qu'il n'y a plus tellement de raisons que nous le soyons. Écoutez-le. Ils invoquent toujours le passé et disent « Nous avons combattu ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre contre le terrorisme et nous leur en sommes reconnaissants. Nous apprécions ces alliés, mais ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose d'intelligent il y a 25 ans que vous ne pouvez pas faire quelque chose de stupide aujourd'hui. » Voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer? Déclaration de Vance, déclaration de la ministre de la Défense danoise. Les forces armées, les forces attaquées doivent immédiatement engager le combat sans attendre ni solliciter d'ordre. Le ministère danois de la Défense a déclaré que cette règle reste pleinement en vigueur. Est-ce que vous imaginez, on vit tellement d'événements incroyables depuis quelques semaines, que demain, il y ait un affrontement, ou en tout cas une forme de rapport de force, de menaces, de troupes qui soient face à face, des Américains et des Danois? Si je ne me trompe, les Danois et une bonne part de nos alliés européens ont comme avion des F-35. Ils reçoivent une clé du Pentagone toutes les 48 heures pour pouvoir faire décoller ces avions et s'ils ne l'ont pas, les avions restent au sol. Si je ne me trompe, l'Europe dépend totalement du système SWIFT pour ses paiements et les États-Unis peuvent couper un pays du système SWIFT. Ils l'ont fait avec la Corée du Nord. Donc je veux bien qu'on ait un rapport de force. Je crains que nous ne nous soyons pas donné les moyens d'être bien placés dans la chaîne alimentaire. Et c'est un peu ça le problème. Donc il fallait y penser avant. Et maintenant, il y aurait des choses à faire. Mais pour l'instant, je ne vois même pas ces choses se mettre en place. Amiral Vichot. Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer le patriotisme des gens, et en particulier quand on s'adresse à des peuples autochtones qui sont très attachés à leur terre. Pour avoir eu la chance de commander en Polynésie française, je connais l'attachement des Polynésiens à leur terre et je sais ce qu'ils peuvent faire pour la défendre. Donc il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des Groenlandais qui se battent pour le Groenland. Les Américains devront en tenir compte. Mais bon, on connaît la fin, hein, ça c'est parfaitement clair. Mais attention, on n'est pas des gens qu'on achète, ils le répètent à l'envi et ils sont capables de le faire. Vous croyez vraiment ça? Totalement. C'est très impressionnant, hein, parce que imaginez que sur le sol... En plus, il n'y a aucune raison de le faire. Européens. Oui, ce sont des citoyens européens, mais ce sont des citoyens européens qui sont viscéralement attachés à leur terre. Et d'ailleurs, je pense que les Danois les Groenlandais de deuxième génération, c'est-à-dire les Danois qui se sont installés au Groenland, à mon avis, sont pareils. D'ailleurs, ils le répètent à l'envi. Tous les reportages que vous avez faits le montrent. Et les Américains seraient bien inspirés d'en tenir compte. Parce qu'après, vous imaginez l'image que ça va donner dans le monde entier? Enfin... Et M. Xi va bien s'amuser. Alors, moi, j'aurais un jugement un tout petit peu différent, parce que c'est une population quand même qui est très, très faible. Il y a 50 000 personnes. Donc c'est moins que la ville de Calais, si vous voulez, sur 4 fois la surface de la France. Donc c'est vraiment très, très peu peuplé. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est l'humiliation d'un vieil allié des États-Unis qui s'appelle le Danemark,
qui est propriétaire du Groenland depuis le Moyen-Âge, ou en tout cas dans les traités internationaux depuis le XVIIIe siècle, et c'est réitéré par un traité au début du XIXe siècle. Et donc c'est l'humiliation d'un pays membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne. Ça, c'est un vrai problème symbolique. Si vous voulez mon avis, je peux évidemment me tromper, c'est que le Groenland sera de toute façon sacrifié sur l'autel de la défense du continent européen face à la Russie. Est-ce que j'imagine une seule seconde, parce que pour qu'il y ait même des sanctions, je ne parle pas de faire la guerre, parce que personne ne fera la guerre aux soldats américains, évidemment. En clair, l'Europe va se déculotter face aux Américains. Mais bien sûr. Est-ce que vous imaginez alors, la guerre, il n'y aura pas un soldat, même danois, qui tirera sur un soldat américain. Ça, c'est hors de question. Ils ne le feront pas, c'est tout. Voilà, ça, c'est ce que je le dis. Mais il y a les sanctions possibles. Et les sanctions, il faut avoir tous les pays. Pour sanctionner les oligarques russes, il faut que tous les pays soient d'accord. Eh bien, est-ce que vous voyez la Pologne ? En Pologne, actuellement, là, on se parle, les Américains sont en train d'installer des missiles partout, dirigés vers la Russie. Est-ce que vous pensez que la Pologne va exprimer le moindre critique pour les Inuits, pour le Groenland ? Elle n'en a rien à faire. Elle est obsédée par la Russie. Même chose pour les États baltes. Les États baltes et la Pologne ont fait d'ailleurs la politique européenne au cours des 15 dernières années. Est-ce que vous croyez qu'ils vont critiquer les États-Unis ? Il n'y a pas... No way. Voilà. Oui, le Danemark va crier. Les Scandinaves vont un peu pleurer, pas trop pour les Finlandais, voilà, un petit peu. Et puis les autres regarderont ailleurs. Madame Meloni, elle va critiquer Trump ? Bien sûr que non. Je ne parlerai pas de politique, mais c'est pas mon rôle. Mais le citoyen que je suis, lui, il critiquera. Oui, c'est... Et je pense que beaucoup de citoyens critiqueront. En fait, c'est un peu faible, pardon, Amiral, si c'est le cas, c'est un peu faible de dire critiquer. C'est un territoire, ce sont des citoyens européens. Si effectivement ils se font prendre de force, critiquer c'est bien, mais enfin on se dit que c'est pas la défense la plus audacieuse. Non mais attendez, on est dans une démocratie, on a un gouvernement, on a des gens qui prennent des décisions, donc on peut leur faire confiance. Peut-être qu'ils vont être bien inspirés. On enverra. Moi, je suis d'un ancien régiment de chasseurs alpins. On n'enverra pas nos chasseurs alpins défendent le Groenland. En fait, on aurait déjà dû les envoyer. C'est-à-dire qu'on aurait dû, c'est la dissuasion. On aurait déjà dû les mettre sur le sol groenlandais, de telle manière qu'ils soient, comme on veut le faire, cette fameuse force de réassurance. C'est là qu'on est un peu faible. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de les projeter. Et puis le problème, c'est qu'on les met et qu'on les a mis dans les pays baltes. Ça s'est déjà passé. Et en Roumanie. C'est-à-dire qu'en fait, nous payons 30 ans d'incurie, nous payons 30 ans de faiblesse, et en effet, nous aurions déjà dû nous occuper du Groenland. Pourquoi ? Parce qu'il était prévisible que le Groenland devenait un enjeu stratégique. Mais deuxième point, quand on voit l'attitude des Américains vis-à-vis de la force de réassurance en Ukraine et la façon dont Steve Witkoff, en fait, a fait cadeau du soutien, un certain soutien américain sur cette histoire de force de réassurance, ce qui ne coûte rien aux Américains, puisque de toute façon, pour l'instant, tout ça est totalement virtuel, puisqu'il faudrait un cessez-le-feu pour qu'un jour ça puisse exister. Or, il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu tant que Vladimir Poutine considère qu'on risque de mettre des troupes de l'OTAN à ses frontières. Donc tout ça est virtuel, mais la façon dont les Américains ont lâché ces derniers jours cet élément-là laisse à penser qu'il peut y avoir un système de donnant-donnant et que finalement, à un moment donné, il pourrait y avoir une sorte d'accord financier où tout le monde, en tout cas les Européens, s'écraseraient. C'est bien ça le problème, c'est que c'est ça qui risque de se passer, parce que de toute façon, les Américains ont décidé qu'ils allaient vassaliser les Européens et qu'ils se fichaient totalement de la façon dont les Européens pouvaient crier à leur souveraineté. Et ils sont les Européens qui sont déjà qui sont vassalisés depuis très longtemps. J'ai relu le livre d'Alain Perfit. Je finis juste une phrase. J'ai relu le livre d'Alain Perfit. C'était De Gaulle. De Gaulle dit au début 63 à Perfit. Bon, nous avons décolonisé. Voilà, c'est fini avec l'Algérie et tout ça. Nous avons décolonisé. Maintenant. Nous sommes séparés de nos colonies. Maintenant, nous devons décoloniser la France par rapport aux États-Unis. C'est extraordinaire. Enfin, à vous, Amiral. Oui, tout à fait. Non, ce que je pensais, effectivement, c'est que vis-à-vis des Américains, ne pas oublier que Trump, c'est pas toute l'Amérique.
Ne pas oublier qu'il y a en Amérique beaucoup de gens qui sont d'origine européenne et qui tiennent à l'Europe. Donc il faut toujours se méfier des opinions publiques. Et en particulier dans les démocraties, et pour l'instant, les États-Unis d'Amérique sont encore une démocratie. Donc il a aussi une opinion publique, et à partir du moment où on voit qu'il commence à tuer ses citoyens, les citoyens en question peuvent se gendarmer. Et l'opinion publique sera très importante chez nous. Il faut se rappeler qu'effectivement, nous avons vécu ça en France, parce que l'affaire de Suez, c'est quand même les Américains qui, alors que nous avions gagné les combats, les Américains et les Russes, et les Soviétiques, pardon, qui ont sifflé la fin de la partie en nous disant, bon, maintenant vous arrêtez, vous rentrez chez vous. Et la Cubasse, nous sommes rentrés chez nous, les Britanniques et les Français. C'est une trahison américaine, il faut dire les choses comme elles sont. C'est une trahison américaine. Décision américaine. Une trahison de la France et de l'Angleterre. De quoi vous mêlez-vous, vous n'êtes plus des grandes puissances. Mais il faut dire les choses. Vous allez le sentir. Et c'est de là que démarre la dissuasion française. On a fait exactement à Suez ce qu'ils ont fait plus tard avec Saddam Hussein, c'est-à-dire qu'il y avait un dictateur. Encore Saddam Hussein respectait ses obligations internationales, qui ne respectait pas ses obligations internationales sur le détroit sur le canal de Suez. C'était Nasser, un dictateur qui a foutu d'ailleurs l'Égypte par terre. Et nous sommes intervenus, les Anglais et les Français, et les Américains, parce que effectivement les Russes étaient pleins auprès d'eux et qu'il y avait l'affaire de Budapest, ils avaient envoyé de Budapest, et ça faisait mauvais effet que les Européens fussent au Caire à ce moment-là. Et, les Américains ont dit aux Anglais, et nous on a suivi, à la niche. Mais voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Si on revient à l'époque contemporaine, il me semble que ce qui est extrêmement inquiétant dans la situation actuelle, c'est qu'en fait, ce qu'est en train de faire Donald Trump répond à une obsession. C'est le fait que ces derniers temps, les Chinois ont obtenu des réussites, des avancées en matière technologique. On se souvient de DeepSeek, ils sont en train d'avancer extrêmement vite. Ils ont annoncé, là, il y a un mois, avoir réussi à faire marcher un réacteur à neutrons rapides. Enfin bon, bref, la Chine est en train de se développer très vite. Et il y a une obsession américaine de perdre le leadership. C'est pour ça que Donald Trump brutalise les rapports pour rester la plus grande puissance. Le choc de deux impérialismes, un impérialisme qui veut se maintenir et un impérialisme montant, ça donne la Première Guerre mondiale. C'est profondément dangereux. Ce que vous dites est très important et ça donne des clés sans doute pour beaucoup d'éléments qu'on voit, c'est-à-dire l'explosion du budget militaire américain, l'obsession du Groenland. J'aimerais que vous regardiez cette image. C'est de la communication, ça. Peut-être, mais expliquez-nous déjà cette... Amiral, expliquez-nous d'abord concernant le Groenland. Ce soir, les Américains disent on en a besoin, c'est leur argument évidemment, il faut écouter, mais on en a besoin pour nous prémunir des missiles, notamment chinois et russes. Regardez cette carte. Qu'on comprenne bien, et vous nous direz si c'est l'argument des Américains. Tiens, ils disent le Groenland joue un rôle très important pour intercepter les missiles éventuels venant de Russie et de Chine. Pourquoi ? C'est exact, parce qu'il est sur la trajectoire la plus courte de ces missiles. Mais ce que oublie de dire M. Trump, et il ne le dit pas pour cause, parce qu'il s'appuie sur cet argument pour faire valoir ses idées, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur la défense des États-Unis, la défense au sens militaire des États-Unis pour faire valoir son agression sur le Groenland, son agression éventuelle sur le Groenland, alors que c'est pas du tout ça l'enjeu. La menace là, elle est traitée par le NORAD. Il y a toute une ceinture de radars, de systèmes de détection et de systèmes antimissiles qui ont été développés et installés sur les côtes américaines et canadiennes. Et puis la base de Thulé, enfin pas Pituffik en fait partie, c'est une des bases du NORAD, c'est une des bases de Northcom, donc les Américains sont protégés par là. Par contre, ils ne sont pas du tout protégés de l'autre côté. Ils ne sont pas du tout protégés dans le détroit de Bering, celui qui se trouve sous votre indication 14 000 km, parce que là, c'est l'entrée du Pacifique, parce que là, il y a les Russes et les Chinois, et il n'y a jamais eu un bateau chinois militaire au large du Groenland, alors qu'il y a là-bas, il y a plein de frégates chinoises, il y a des avions russes et chinois, par conséquent, ils se trompent de côté. Qu'est-ce que ça change ? Ils veulent prendre le Groenland alors qu'il ferait mieux de réactiver les bases américaines de l'autre côté. Sauf que ce qui l'intéresse, précisément, ça n'est pas la défense. Ce qui l'intéresse, c'est l'économie. Ce qui l'intéresse, c'est les terres rares, c'est le pétrole, et ce sont des richesses que les Groenlandais ont refusées aux Danois. Ils ont même renversé un gouvernement pour ça, et c'est pour ça qu'ils sont fichus de se battre contre les Américains, parce qu'ils ont parfaitement compris que l'enjeu pour les Américains, ça n'est pas leur défense,
c'est d'accaparer des richesses supplémentaires. Qu'est-ce que ça change, si je peux me permettre, juste l'explication un peu technique, parce qu'elle est vraiment intéressante. Naïvement, quand on est, comme moi, candide, on se représente toujours les missiles qui passeraient au-dessus de l'Atlantique. Hein. Non. En réalité, ils passeraient sans doute par là. Tout le monde espère que ça n'arrivera jamais, mais si ça devait arriver, ces missiles nucléaires, donc ils passeraient. Pourquoi c'est important d'avoir une trajectoire de 7800 km ça, plutôt que celle qu'on voit en dessous de 9700? Parce que c'est plus long. Donc un missile, ça a une portée limitée. Et par conséquent, ce qui est intéressant, si vous voulez atteindre le maximum de cibles, c'est de placer votre base dans une situation où les trajectoires vont lui permettre d'atteindre le plus facilement les objectifs. Donc c'est comme quand vous prenez l'avion pour aller à Tokyo et que vous habitez Paris, vous survolez le pôle. Bon, voilà, parce que c'est la route la plus courte. Vous ramassez un paquet de radiation au passage, mais vous passez par là, parce qu'il y a le trou noir là-bas. Donc voilà, mais vous passez par là. Donc les missiles font pareil. C'est comme des avions de ligne. Hein. Ils utilisent les mêmes trajectoires. Bon voilà, mais encore une fois, c'est pas la bonne raison. Ça, on est en guerre de communication. Trump s'appuie là-dessus vis-à-vis de son opinion publique. En fait, il a d'autres ambitions. Alors, elles sont peut-être territoriales. Il veut avoir un grand terrain de jeu, ou elles sont peut-être économiques. Il veut capter les terres rares et les hydrocarbures et peut-être l'uranium qui sont là-bas. Moi, je pense que c'est plutôt économique, Amiral, parce que on voit bien lui, dans tout ce qu'a fait Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir, on voit qu'il s'est intéressé systématiquement aux nœuds de communication, par exemple le canal de Panama. Donc, en fait, sa question, c'est comment contrer l'expansion commerciale de la Chine, notamment par le passage du canal de Panama. Ensuite, il s'est lancé dans une guerre qui est une guerre pour les matières premières. C'est ça le sujet. On est dans un conflit et ça risque d'aboutir à une guerre mondiale parce que et je le dis avec inquiétude, si vous avez à ce point-là des États-Unis qui amplifient leur pression jusqu'au point de rupture. À un moment donné, pour l'instant, les Chinois jouent le temps long. Les Chinois considèrent qu'ils s'asseyent sur le bord de la rivière et regardent passer le cadavre de leur ennemi. Combien de temps ça va durer? Mais moi, je crois qu'en fait, moins de 5 ans. Si je peux dire quelque chose, je crois qu'en fait, c'est pas pour l'opinion publique américaine. Je crois qu'en fait, parce que, comme vous l'avez très bien dit, il peut très bien, et c'est pas très populaire, hein, toutes ces actions militaires, aujourd'hui, ne sont pas populaires aux États-Unis. Il peut d'ailleurs très bien perdre les élections de mi-mandat, donc en novembre prochain, et là, il sera ce qu'on appelle un canard boiteux, un lame duck president. Et donc, je crois qu'en revanche, il a une obsession. Quand il dit Make America Great Again, il y pense vraiment. C'est pas du symbolique. Alors, great par l'armée, donc 1500 milliards pour le budget. Great par l'économie, je vais mettre des droits de douane, j'ai la plus grande économie du monde, etc. Et great par les mètres carrés. C'est la même obsession qu'avaient McKinley et Theodore Roosevelt.